Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Oser la diversité cognitive à l'ère du numérique. On attend encore quelques minutes l'arrivée d'autres participants. Vos caméras et vos micros sont coupés dans la réunion, mais vous aurez la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions. On attend quelques minutes pour ceux qui arrivent, on attend quelques minutes les retardataires, il est 13h29. On va se donner 2-3 minutes pour démarrer. Bonjour à ceux qui arrivent. Bienvenue sur ce webinaire Oser la diversité cognitive à l'ère du numérique. Nous attendons quelques minutes que les inscrits nous rejoignent et nous démarrerons. Comme je le disais aux participants, les vidéos, les caméras et les micros sont coupés. Vous aurez la possibilité d'intervenir par le biais de la conversation. On attend encore une petite minute et on va démarrer, histoire d'avoir le temps de faire tout ce qu'on a prévu. Bonjour Stéphania. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Allez. Lucas, je te propose qu'on démarre. Allons-y, chère Allez, Cécile. allons-y. Comme je le dis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Oser la diversité cognitive à l'ère du numérique. Alors, on l'avait pas forcément fait exprès avec Lucas, mais effectivement, on est aujourd'hui la journée du TDAH, dont on va parler rapidement. Donc, c'était finalement une bonne occasion que d'organiser ce webinaire. Pour commencer, nous allons nous présenter. Lucas, je te laisse la primeur. Merci Cécile. Lucas Acli, fondateur digital inclusif. On accompagne à la fois avec le digital et des méthodes la performance de lecture, la performance rédactionnelle, afin de permettre à toutes et à tous, autant d'aujourd'hui de demain, d'atteindre une performance de lecture, devenir un meilleur rédacteur, meilleure rédactrice, donc avec l'appui des IA. Merci Lucas. Et donc moi, je suis Cécile Perret, la dirigeante de Cécile Perret Conseil. Je me présente comme consultante en neurodiversité. Mon rôle, c'est de sensibiliser les entreprises à la neurodiversité, d'accompagner les personnes neuroatypiques en entreprise par le biais de coaching professionnel, job coaching, et de proposer des formations sur le sujet auprès d'organismes de formation pour des formations de formateurs et auprès d'entreprises pour les managers et même les collaborateurs. Voilà. Depuis 4 ans, nous collaborons avec Lucas
parce que nous nous sommes aperçus que nous sommes en complémentarité. C'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement, en accompagnant des personnes en entreprise, de voir qu'il peut y avoir des besoins digitaux et de les orienter vers Lucas, de manière à ce qu'il y ait des réponses à ces besoins enfin, d'accompagnement digital de l'inclusion. Et il arrive que Lucas m'envoie aussi des personnes pour travailler sur les sensibilisations et l'accompagnement des équipes et des personnes. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose ce webinaire avec justement cette complémentarité de nos activités qui viennent donner on va pas dire qu'on fait un accompagnement global, mais qui commence à donner quelque chose, une structure dans les accompagnements qu'on peut proposer. Bonjour Estelle. Donc, comme je disais, j'en profite tant qu'on n'a pas vraiment démarré, sur le contenu, les micros sont coupés et les caméras sont coupées, mais vous pouvez intervenir dans le chat. Et le webinaire est enregistré et sera partagé sur YouTube. Je pense qu'on fera comme ça. Voilà. Alors, le plan du webinaire, il va être en deux parties. Une première partie qui me concerne sur le management de la neurodiversité, où je vais rappeler rapidement ce qu'est la neurodiversité, en tout cas ce dont on va parler aujourd'hui. Parler du quotidien des personnes neuroatypiques au travers d'exemples que j'ai un peu mixés de personnes que je peux accompagner et de ce qui peut se passer sur le terrain, et puis des cas concrets justement pour adapter le management et révéler le potentiel des collaborateurs. Et toi, Lucas, tu parles de l'utilisation de l'intelligence artificielle inclusive. Et donc, tu vas faire des démonstrations, alors notamment de Copilot, mais d'autres outils pour proposer des résumés automatiques, de la création de contenu, du coaching rédactionnel, du mind mapping intelligent, etc., etc. Plein de solutions très intéressantes et qui ont parfois un petit côté magique. On est parti? Allez, on démarre. Alors, on va parler de management de la neurodiversité. Avant de parler de management de la neurodiversité, alors management, j'aurais pu aller le définir. Je vais m'attarder surtout sur la notion de neurodiversité. La notion de neurodiversité, telle qu'on l'entend, on va dire, je vais me contenter de la France pour le moment. La neurodiversité, on englobe globalement dans ce qu'on attend aujourd'hui tout ce qui concerne les troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, etc. TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TSA, trouble du spectre de l'autisme. On entend aussi le HPI, le haut potentiel intellectuel, même si sur ce sujet, il peut y avoir accord, désaccord. On va pouvoir y rentrer l'hypersensibilité. On peut trouver aussi dans la neurodiversité tout ce qui est syndrome Gilles de la Tourette, tout ce qui est trisomie 21. Enfin voilà, c'est quand même un sujet très large. Moi, je vais me concentrer sur trois troubles, enfin sur des troubles neurodéveloppementaux aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a neurodiversité, c'est qu'il y a un fonctionnement du cerveau qui est hors norme au sens statistique du terme, c'est-à-dire que si on prend un fonctionnement classique, les personnes dites neuroatypiques, la neurodiversité concerne le fonctionnement des cerveaux qui est en dehors de la norme au sens statistique. Donc aujourd'hui, si on regarde, on a les neurotypiques versus les neuroatypiques. L'autre fois, je voyais un post sur LinkedIn qui disait: alors, on trouve plus ou moins des définitions de neuroatypiques, mais est-ce qu'il y a une vraie définition de neurotypique? C'est un vrai sujet. Est-ce que ces mots doivent être conservés? Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Comme je vous le disais, la neurodiversité englobe pas mal de choses. Le TSA, le TDAH, les troubles 10. Les TDAH et les troubles 10 font partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Enfin, les troubles 10 font partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Le haut potentiel intellectuel ou haut quotient intellectuel, l'hypersensibilité sensorielle ou émotionnelle, etc. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la neurodiversité, les neuroatypies c'est invisible. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans une pièce,
en vous disant, bah, celui-là tel que je le vois, il doit être, dyslexique et on le porte pas sur son front. Voilà. Ça concerne pourtant 15 à 20 de la population et on a tendance à croire que ça ne concerne que les adultes parce qu'on en parle beaucoup que les enfants parce qu'on en parle beaucoup pour les enfants. Les détections se font, majoritairement à l'école, même si aujourd'hui on a pas mal de détections à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ben, on s'intéressait peut-être moins au sujet, parce qu'on était moins avancé sur la recherche sur le sujet. Mais aujourd'hui, les détections se font, plutôt enfant. On a un plan, une stratégie, TND, troubles neurodéveloppementaux, qui est mise en place par le gouvernement, avec l'idée d'essayer d'avoir, un dépistage précoce de ces troubles neurodéveloppementaux. Donc 15 à 20 de la population, ça veut dire que forcément autour de vous, vous avez quelqu'un de concerné. De près, de loin, qui le sait, qui ne le sait pas, qui le dit, qui ne le dit pas, mais dans votre entourage, il y a quelqu'un de concerné et effectivement, les personnes concernées peuvent ne pas savoir qu'ils sont concernés, beh, parce que, ils sont habitués, parce qu'il y a pas eu de détection, parce que, c'est comme ça, parce qu'ils ont pas envie d'aller chercher, enfin, ils ont pas eu envie d'aller, se faire diagnostiquer. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que, les personnes, concernées ne savent pas forcément et c'est pas forcément grave. Alors, pour, aller un petit peu plus loin, je vous présente rapidement, heu, 3 familles de troubles neurodéveloppementaux. Celle des troubles 10, on parle de la constellation des 10 parce qu'il y en a plusieurs. Le point commun qu'on peut trouver entre ces troubles, c'est le défaut d'automatisation. Parce qu'en fait, si on regarde les différents 10, qui ne portent plus ce nom dans le DSM-5, mais qui sont encore usuellement utilisés. La dyslexie, il y a un défaut d'automatisation de la lecture et de l'écriture. La dysorthographie, il y a un défaut d'automatisation de l'orthographe. L'orthographe, la manière d'écrire un mot n'est pas, automatisée, enregistrée et on fait des fautes d'orthographe. La dyscalculie, il y a un problème d'automatisation avec le calcul et les notions mathématiques. La dysgraphie, on est sur, un manque d'automatisation de l'écriture manuscrite. Comment je dois faire mon A, mon O, dans quel sens je tourne, comment je dois tenir mon stylo. La dyspraxie, on a un trouble sur la coordination. La dysphasie, c'est sur le vocabulaire en émission et en réception. Je ne trouve pas le mot que je dois dire, j'ai du mal à le dire et j'entends un mot et je ne perçois pas forcément la notion qui va avec. Et on a les syndromes dys exécutifs qui viennent souvent, se rajouter, aux différents dys que je viens de citer, où on a un défaut sur la planification et l'organisation. Le TDAH, dont c'est la journée aujourd'hui, donc trouble du déficit avec ou sans hyperactivité. Déjà, c'est avec ou sans, c'est-à-dire que, il y a d'abord le trouble du déficit de l'attention et après, va se rajouter ou pas l'hyperactivité. Il y a plusieurs profils, un profil mixte où il y a de l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Heu, L'inattention, ça peut être un profil s'il n'y a que de l'inattention, ça peut être un profil qu'on va avoir du mal à repérer. En tout cas, les 3 critères qu'on va aller regarder pour savoir s'il y a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Le déficit d'attention, il se, manifeste par soit une incapacité à rester attentif sur une période donnée, c'est-à-dire que, je papillonne, je suis en train de lire un livre et en fait, j'arrive pas à me concentrer, je relis, 18 fois la même page parce que j'ai été attirée par ce qui se passait ailleurs. Soit une concentration excessive avec une incapacité de recentrer son attention sur autre chose, c'est-à-dire je suis en train de faire une tâche qui me passionne et j'oublie de manger, j'oublie d'aller aux toilettes, j'oublie d'aller me coucher et j'y passe des heures. Et c'est vraiment 2 choses qui peuvent ressortir. On oublie souvent ce côté, hyperfocalisation. Le fait d'être facilement distrait, de ne pas tenir compte des détails ou d'en tenir trop compte, de faire des erreurs d'étourderie et des pertes d'objets. Donc ça, c'est des choses qui peuvent, dire: «Il y a peut-être un déficit de l'attention». Attention, moi je ne suis pas psychologue, ni pas neuropsychologue et ce que je dis là, c'est pas des choses que vous allez pouvoir utiliser, en vous disant: «Mais tiens, j'ai repéré quelqu'un qui oublie tout le temps ses clés», pour dire que la personne a un TDAH.
L'impulsivité, donc ça c'est un des autres critères qui va venir permettre de dire est-ce qu'il y a un trouble du déficit de l'attention ou pas, c'est le fait de parler, enfin ça peut se manifester par parler à des moments inappropriés, quelle que soit la personne que j'ai en face, quel que soit le moment, j'ai l'idée qui vient et je dois l'exprimer. De couper la parole et de répondre sans réfléchir, ça vient pareil, direct c'est mon patron qui est en face, c'est le président de la République qui est en face, je coupe la parole. De prise de décision impulsive, ça se manifeste souvent, par rapport à la gestion, des finances. C'est-à-dire que, voilà, je suis en train d'être sur internet, sur une plateforme d'achat, je vois quelque chose qui me plaît et je ne réfléchis pas à: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment l'argent?» et puis j'achète et je me retrouve en difficulté financière. Et une recherche de plaisir immédiat avec un évitement de la souffrance et de la frustration, ce qui fait que, on a, globalement des personnes, enfin les personnes TDAH, on a des statistiques qui montrent qu'il y a plus d'accidentologie chez ces personnes. Et ensuite, on a l'hyperactivité. Alors le côté avoir la bougeotte, donc une hyperactivité motrice, avoir une sensation d'agitation intérieure avec, la sensation d'avoir besoin de bouger, d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de faire des choses, une impression d'idées qui défilent tout le temps, des idées, dans tous les sens, qui apparaissent et le fait de parler trop aussi, de s'exprimer. Voilà, donc ça vient définir ces 3 caractéristiques qu'on peut aller repérer chez des personnes concernées par un trouble du déficit de l'attention. Le dernier, c'est le trouble du spectre de l'autisme, dont on peut parler. Donc le trouble du spectre de l'autisme, c'est une notion qui est encore très évolutive et sur lequel il y a encore, sur les autres aussi, beaucoup de questionnements. Sur l'origine, sur les impacts, sur comment le définir, alors il y a un manuel diagnostique, international qui permet aux médecins d'aller, avoir, des critères pour dire qu'une personne est concernée ou pas par un TDAH, un trouble du langage oral, un trouble du spectre de l'autisme. On voit que avec l'évolution de ce manuel, évolue la notion d'autisme et tous les symptômes qui sont pris en compte. Donc, la définition aujourd'hui, c'est un trouble du développement d'origine neurologique. L'autisme, ça manifeste par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints répétitifs. La définition officielle. Donc, comme je vous le disais, une classification qui évolue. Dans le DSM-4, l'autisme était dans dans les troubles envahissants du développement et dans le DSM-5 qui est utilisé aujourd'hui, on appelle ça trouble du spectre de l'autisme avec cette notion de spectre et cette notion, qui vient dire que, il y a une variété, présentations, de manifestations du trouble du spectre de l'autisme chez les personnes. Une personne concernée par un trouble du spectre de l'autisme ne ressemble pas forcément à une autre personne concernée par un trouble du spectre de l'autisme. Il n'y a pas un caractère, complètement arrêté. On parle de niveau de sévérité dans le DSM-5. Donc, voilà, comme je vous le disais, le spectre qui fait écho à la diversité des manifestations du trouble du spectre de l'autisme. Une définition qui se rapproche de celle de la CIM-11, qui est une autre classification. Heu, la notion d'autisme Asperger qu'on utilise encore beaucoup a disparu, hein, de ces 2 manuels. Sur la CIM-11, on va distinguer l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle. Sur le DSM-5, on distingue les niveaux de sévérité. Par contre, ce qui est à remarquer, ce qui est valable aussi sur le TDAH, c'est que les critères d'identification se reposent majoritairement sur des cohortes masculines et on se rend compte sur ces troubles du spectre de l'autisme et du déficit de l'attention, qu'on a encore des sous-estimations de diagnostic quand ce sont des femmes, qui vont faire, les tests. Alors, une fois qu'on a présenté ces différents troubles neurodéveloppementaux, ces différentes neuroatypies pour ces personnes neuroatypiques, on va se dire: «Mais alors la diversité cognitive», hein, comme je vous le disais, la neurodiversité, c'est, chez les enfants et chez les adultes, il y a rien qui se passe à l'âge de 18 ans et qui remet, le cerveau dans la norme. En entreprise, qu'est-ce qui se passe? Alors comme je vous le disais, hein, comme c'est invisible et que ça constitue 20 de la population, vous avez forcément dans votre entourage professionnel
des personnes concernées. Donc voilà, ça va être dans votre entourage professionnel, ça va être chez vos clients, ça va être dans votre famille, ça va être dans la rue, ça va être dans votre équipe, etc., etc. Toujours ce fait que les personnes le savent ou pas, le disent ou pas. Et les troubles 10, le TDAH et le TSA peuvent donner la possibilité d'avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Si on a un diagnostic et si on a fait une démarche, ben, peut-être que les personnes ont cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. S'ils n'ont pas le diagnostic ou s'ils n'ont pas fait la démarche, ils n'ont pas la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Pour autant, est-ce qu'on ne doit ou pas quand même envisager un aménagement de l'environnement pour que ça se passe pour le mieux pour tout le monde? Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un sujet d'actualité dont on entend de plus en plus parler. Bah, comme je vous le disais, il y a un plan TND au niveau du gouvernement, hein. C'était un plan autisme qui est devenu un plan troubles neurodéveloppementaux. Et puis dans les entreprises, on a des choses qui se passent avec, des chartes de la neurodiversité, avec des manifestes, avec des entreprises qui s'engagent vraiment sur le sujet. Parce qu'il peut y avoir un intérêt et là, on s'aperçoit qu'en France, on est peut-être un petit peu en retard par rapport notamment aux États-Unis qui sont davantage penchés sur le sujet et qui, adaptent certainement un peu plus. Alors, donc pourquoi agir pour les personnes, pour la diversité cognitive en entreprise? Bah, c'est qu'il y a comme je vous le dis, hein, 15 à 20 de la population, donc forcément, il y a des gens dans l'entreprise qui sont déjà présentes, qui sont peut-être en suradaptation, c'est-à-dire que, elles essayent de, ressembler à la norme et c'est très coûteux en charge mentale. Parce que, ben, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est enfin, contient l'inclusion qui est donc un rôle social et sociétal de l'entreprise. Parce qu'on le sait, toutes les études le disent et même si on a un peu de détracteurs là aujourd'hui, la diversité, quelle que soit sa forme, c'est une richesse pour l'entreprise. Et parce que, beh, ce côté, hors norme par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est aussi hors norme par rapport à un mode de pensée et que, ça peut bien être utile d'avoir une pensée out of the box pour, être, créatif et innovant dans son entreprise. Donc, on a tout intérêt à se pencher sur le sujet. Alors, certes, il y a un intérêt, mais il y a des enjeux et des défis. Pour les managers, alors je dirais que c'est valable pour, la diversité cognitive, mais c'est valable au quotidien pour tous. C'est comment s'adapter à tous les profils et révéler le potentiel de chacun en maintenant la cohésion de l'équipe. C'est-à-dire qu'un manager, il a une équipe, qu'il a choisie ou qu'il n'a pas choisie et où chacun a son mode de fonctionnement et l'idée, c'est d'arriver à mettre en musique, tout ce beau monde pour arriver à répondre aux enjeux de l'entreprise. Et quand on vient rajouter une personne, qui est neuroatypique, dans l'équation, bah, parfois ça peut faire peur au manager en se disant: «Mais, alors moi j'ai un passé dans l'éducation nationale, on avait toujours la question: "Mais j'ai tant d'élèves qui ont un PPS dans la classe"». Là, c'est, j'ai une personne en plus, pour lequel il faut faire quelque chose de particulier. On va voir que parfois, finalement, si on réfléchissait en termes de bon sens, la question se poserait moins fortement. Et pour les collaborateurs concernés, les enjeux et défis, c'est, comment faire pour ne pas s'épuiser en essayant de faire comme les autres? Comment faire pour arrêter de stresser à l'envoi de chaque mail? Comment faire pour rester focus sur le projet à réaliser? Donc en fait, bah, le manager, il doit organiser son équipe et les personnes concernées, elles doivent, répondre aux attentes de l'entreprise qui les a embauchés pour, rendre un service. Alors, comment on va faire? En sachant que, comme je vous le disais pour le TSA, mais c'est valable pour les autres, neuroatypies différentes, besoins différents. Ce qu'il y a de sûr et ce qui est à garder pour tous, c'est avoir de l'empathie, avoir un management bienveillant, être dans l'écoute, travailler sur la cohésion et c'est penser aménagement en allant de l'universel au particulier. C'est-à-dire qu'on va pas, enfin, on va commencer par se dire: comment est-ce que le fonctionnement de l'entreprise fait, pour prendre en compte la diversité, qu'il y a en son sein? Donc les bonnes pratiques en 3 points, hein, on va faire très vite parce qu'on n'a pas 4 jours pour parler du sujet.
En 3 points, c'est adapter les lieux de travail, former et sensibiliser et avoir une stratégie de communication. Quelques exemples, c'est, réfléchir à l'onboarding des, collaborateurs. Est-ce qu'il y a un document d'accueil qui est accessible? Accessible, au sens de est-ce que tout le monde peut s'en servir? Est-ce que, là, on va pas parler uniquement de neurodiversité, mais est-ce que quelqu'un qui est malentendant, malvoyant va pouvoir, y accéder? Est-ce qu'il y a une, version en facile à lire et à comprendre qui pourrait être communiquée? Et cetera, et cetera. Qui explique l'implicite. La pause, café à 10 heures, est-ce que c'est mentionné dans le document d'accueil? Est-ce que l'endroit où il faut aller chercher sa carte de cantine, c'est mentionné dans le document d'accueil? Est-ce qu'on propose une personne référente quand on sait que le collaborateur qu'on accueille, est concerné par la diversité cognitive? Est-ce qu'on lui propose une personne référente qui est, sensibilisée sur le sujet et vers lequel il va pouvoir se tourner pour poser des questions et donc parler de ses problèmes? Est-ce qu'on donne une information sur la mission handicap, la médecine du travail? Est-ce qu'on fait savoir que l'entreprise est sensible à la diversité et à la neurodiversité? Comment on traite, nos mails? Donc là, Lucas en parlera encore plus tout à l'heure, mais, moi les premiers conseils, basiques qui vont être valables pour tout le monde, c'est qu'on évite les polices exotiques, qu'on aligne à gauche pour, faire en sorte qu'on ait un espace, régulier entre les mots, ce qui va faciliter la vie des dyslexiques. Qu'on écrive nos mails dans une taille 12 minimum et nos documents, qu'on ne mette pas trop de fond, des images, des formes, enfin toutes choses qui peuvent gêner la lecture, qu'on précise le contenu du mail dans l'objet quand on a RE, 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 on ne sait pas trop de quoi on parle et là finalement avoir le contenu du mail, on sait en l'ouvrant ce qu'on va lire. On envoie le mail uniquement à ceux qui en ont besoin, ce qui évite à une personne dyslexique, par exemple, de recevoir, une centaine de mails alors qu'il y en a 5 qui lui sont destinés et de pas savoir lesquels il doit lire et on peut proposer un soutien numérique pour la lecture des mails, pour la rédaction des mails, pour la gestion de la boîte mail et Lucas pourra en parler, rapidement tout à l'heure. Sur l'environnement, c'est aussi, FlexOffice, OpenOffice, OpenSpace. FlexOffice, certains adorent, d'autres détestent. Est-ce qu'on laisse le choix? Open Space, est-ce qu'il y a des espaces isolés pour permettre, à ceux qui téléphonent de se mettre dedans ou pour pouvoir travailler dans le calme? Est-ce qu'on autorise les casques et les écouteurs? Est-ce que les casques et les écouteurs sont uniquement, possibles pour les personnes qui ont une RQTH ou est-ce qu'on réfléchit à se dire que l'open space, c'est quand même, l'innovation, qui perturbe le plus de monde, dans le monde du travail et que, peut-être proposer des casques à tout le monde, ça simplifierait la vie à beaucoup. À quel endroit on se positionne dans l'open space? Une personne avec un TDAH, on va peut-être éviter de la mettre à côté de la machine à café où il y a X passages par jour. Sur le présentiel ou télétravail, c'est quelque chose qu'on échange avec le collaborateur s'il y a, une préconisation de télétravail, faite par la médecine du travail. Comment on trouve le juste équilibre? Est-ce que ça lui convient ou ne lui convient pas? Voilà. Alors, un gros point, il est aussi sur l'organisation, quand on a des collaborateurs, mais quels qu'ils soient et en plus quand on a des collaborateurs neuroatypiques. Comment on organise les choses? Comment, on arrive à avoir un agenda partagé? On fait des points réguliers, on propose une classification partagée et respectée, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une classification qui est faite et tout le monde fait les choses comme il veut. Là, pour permettre par exemple à un dyspraxique de s'y retrouver, si on a vraiment des dossiers qui sont clairs, des couleurs qui sont claires et cetera, on va faciliter la vie de tout le monde. La pause s'impose, c'est, un basique alors pour tout le monde, c'est valable, pour les neurotypiques, ça l'est encore plus, c'est-à-dire que pour éviter la charge mentale, des vraies pauses, au moins toutes les 2 heures, sont nécessaires pour permettre, au cerveau de fonctionner correctement. On évite les réunions qui s'éternisent et on fait des comptes rendus, facilités et on limite les sollicitations. Le Teams, c'est une horreur pour, les personnes neuroatypiques. Enfin, les notifications qui clignotent tout le temps. Pour que les collaborateurs neuroatypiques soient en confiance et que tout le monde soit en confiance, on établit ce climat de confiance, ce qui fait qu'il pourra ou pas évoquer ses neuroatypies et ses besoins associés. Quand on a un collaborateur dont on sait qu'il est concerné par la diversité cognitive, on n'en parle pas sans son autorisation.
Si on apprend qu'il y a une reconnaissance qualité de travailleur handicapé ou s'il y a une démarche pour ça, on oriente vers la mission handicap s'il y en a une ou vers la médecine du travail. Si ça coince, on communique. S'il y a un référent handicap, on lui en parle. S'il y a une RQTH ou une démarche de RQTH et que le collaborateur est d'accord, on peut sensibiliser l'équipe et faire intervenir un job coach, par exemple, Cécile Perret. Alors vous les avez peut-être croisés. Alors j'ai pris des situations que j'ai rencontrées et j'ai un peu mixé. Les prénoms sont changés. Jules, dyspraxique, secrétaire administratif, qui se perd dans le métro et dans les bâtiments, qui ne porte jamais de chaussures à lacets, qui a besoin d'avoir les documents sous forme numérique, qui doit être guidé sur le classement. Il faut lui montrer une première fois, il applique ensuite. J'ai eu le cas d'un collaborateur dyspraxique dans son agenda. Tous les vendredis après-midi, il avait comme mission de ranger son bureau. Il était aux archives. Donc c'était quelqu'un qui devait faire du classement, mais le manager avait positionné ses points de rangement de son bureau tous les vendredis après-midi, qui ne peut pas prendre de notes en réunion, il les enregistre sur son téléphone ou trouve des solutions numériques comme va proposer Lucas. Stéphane, qui a un trouble du spectre de l'autisme et un trouble du déficit de l'attention, avec hyperactivité, qui est opérateur SNCF et qui ne dit pas bonjour quand il y a trop de monde. Et là, c'est intéressant de pouvoir sensibiliser l'entourage pour comprendre que c'est pas un manque de politesse. Qui peut faire une liste de matériel à emmener, préparer son sac avec précision et oublier le sac. Donc, comment on travaille avec lui pour faire en sorte qu'il y ait moins d'oubli. Qui reconnaît, enfin, à qui on peut montrer des diapositives avec des photos de gare et il va pas du tout se concentrer sur les écrits, mais il va essayer de reconnaître la gare parce qu'il les connaît par cœur. Qui emporte des outils sur les voies et les oublie sur les voies et ne se rappelle pas comment il doit les ramener. Et là, pour le coup, quand on est sur les voies, le numérique, c'est pas forcément pratique. On a trouvé une stratégie pour cette personne, c'est que quand il pose un outil, il prend un petit caillou de la voie dans sa poche et quand il met la main dans sa poche, ce qu'il fait régulièrement, il sent qu'il y a un outil et ça lui rappelle qu'il a posé un outil quelque part. Donc on est obligé d'aller faire dans la finesse aussi. Et puis il y a Charlotte, dyslexique, qui est agent d'accueil et qui fait corriger ses mails par ses collègues parce qu'elle n'a pas les solutions de Lucas. Qui a besoin de vérifier 4 fois l'heure de son rendez-vous dans son agenda parce qu'elle n'a pas activé le rappel et parce qu'elle ne sait pas le faire. Qui stresse quand on lui demande de réaliser une affiche pour annoncer un événement parce qu'elle a peur de faire des fautes d'orthographe et donc elle n'a pas osé parler de sa dyslexie à sa manager, donc elle va aller chercher auprès de ses collègues du soutien et prendre beaucoup plus de temps avec beaucoup plus de stress pour faire ce qu'elle a à faire. Et qui emmène du travail à la maison parce que comme elle n'a pas pu lire toutes les demandes faites par mail dans la journée, mais elle veut se rattraper le soir et elle va faire plus d'heures juste pour pouvoir répondre à la commande. Voilà, donc il y a plein de situations qui peuvent se rencontrer, mais qui peuvent être accompagnées dans la prise de confiance, dans l'organisation et aussi par le biais du soutien digital. Alors, et si on se pose la question de savoir si on a un collaborateur neuroatypique, on a repéré ce type de comportement chez quelqu'un, de manifestation, de symptômes, est-ce qu'il est concerné, pas concerné? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir la personne en lui disant: «Tu serais pas dyslexique toi?» Non, on va éviter ça. Parce que déjà, on n'est pas médecin et qu'on ne peut pas mettre un diagnostic comme ça. Mais ça peut être l'inviter à une sensibilisation. J'ai eu le cas d'une situation, c'est la manager qui ne savait pas que dans son équipe, elle avait une personne dyslexique, qui amène son équipe à une sensibilisation que je faisais. Et pendant la sensibilisation, la collaboratrice a dit, bah, en fait, moi, je suis concernée. Et la manager qui s'est posé plein de questions et tout un travail derrière d'organisation, de l'équipe s'est fait. Ça peut être, on va parler d'un article ou d'un reportage qu'on a vu, voir si ça résonne. Ça peut être de rester vigilant sur des signaux perçus, voilà, qui sont pas forcément un diagnostic. Ça peut être de proposer des outils digitaux qui sont certes, valables pour les neuroatypiques, mais pour tous aussi. En résumé, des collaborateurs neuroatypiques ou neurotypiques, je dirais que c'est valable pour tout le monde, hein. On est sur du bon sens, de l'ouverture et de l'empathie. Sensibiliser, former dans les entreprises pour que justement ça soit pas un tabou et que, les personnes puissent en parler si elles sont concernées, envisager de se faire diagnostiquer si elles se posent plein de questions, et qu'on puisse avancer sur le sujet et que ça soit
pas quelque chose qui soit bloquant sur une embauche, sur un maintien dans l'emploi, sur une progression de carrière et surtout on fait pas de diagnostic à la louche. Voilà pour moi. Je te laisse, la parole, Lucas. Oui, bah, parfait. Je vais pouvoir activer la caméra dans un court instant. Mon iPhone qui me sert de webcam a pris un coup de chaud, mais le micro devait m'entendre. Pouvoir reprendre la suite. Bah, merci Cécile, hein, pour cette belle introduction, pour ces éléments de contexte sur les grands principes de la neurodiversité au global. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter comme prévu au programme. Donc, l'idée, c'est de vous faire découvrir des cas d'usage concrets avec comment résumer des documents, par exemple en bullet point, pour être sur une facilité de lecture. Ça va être très utile pour vos collaborateurs neuroatypiques concernés par la dyslexie, par exemple, ou typiquement faciliter la compréhension, adapter un texte personnalisé avec le simplifier aussi. Donc, ça va permettre de l'édition de texte boostée par les IA. On va aussi, avec le contexte d'un accord handicap, comment créer un article pour un intranet, un post LinkedIn, donc comment transformer un document technique juridique en le simplifiant avec un vocabulaire compréhensible par toutes et tous. Avoir un coach rédactionnel à ses côtés, donc aller au-delà de ce qu'on appelait antérieurement un correcteur d'orthographe. Alors, on va plutôt parler de coach rédactionnel, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de la simple correction, mais avec l'appui donc de la recommandation sur les écrits, donc pour permettre d'avoir donc des reformulations à l'image d'un chat GPT, mais que vous allez pouvoir utiliser en conformité donc sur vos outils du quotidien. Une carte mentale mind mapping créée sur mesure à l'image grâce à l'IA, donc pour sortir du syndrome de la page blanche. Donc comment l'IA peut vous aider en reprenant le terme de magique, donc avec un certain côté magique. Donc comment vous aider à créer une carte mentale. Donc là on va prendre des cas d'usage sur par exemple le guide handicap du ministère du Travail. Et enfin, générer un compte rendu de réunion prêt à l'usage à la fois dans Teams, avec des résumés aussi de mails. Donc là, comment ces outils peuvent aider à résumer des contenus techniques. Donc pour quelques mots, hein, pour présenter Digital Inclusive, donc on agit depuis 2016 en accompagnant les talents d'aujourd'hui et de demain exposés aux troubles de la lecture, neurodiversité, donc avec différents enjeux au global autour de la lecture et de la rédaction, donc avec à la fois un accompagnement et l'appui d'outils permettant de renforcer la performance de lecture, permettent à toutes et à tous d'atteindre 200 mots par minute en langue française, donc ce qui est une des moyennes constatées en langue française, donc en vitesse de lecture, perfectionner ses écrits, devenir meilleur lecteur, et la carte mentale en solution de performance et d'inclusion, donc pour le coup, pour faciliter le brainstorming et aussi de structurer sa pensée, des pensées complexes. Donc on est plusieurs dans l'aventure digitale inclusif, moi, j'interviens sur la partie technique, formation. On a aussi Benoît et Caroline. Caroline qui est déficiente visuelle de naissance, qui est aussi intervenante dans les médias, qui teste des solutions pour le volet basse vision, donc avec en qualité d'utilisatrice test et aussi d'animatrice sur les ateliers de sensibilisation, donc les challenges de vitesse de lecture. Benoît aussi qui est concerné par le daltonisme aussi. Donc voilà, on a une palette de situations d'expression de troubles de la lecture, donc qui intervient aussi sur la partie animation, sensibilisation. En quelques chiffres, donc plus de 100 utilisateurs, à la fois collaborateurs, mais aussi auprès de la fonction publique, hein. On intervient, vous avez une mise de certaines références donc sur cette slide. On intervient aussi auprès des familles avec des ateliers aussi à tarif solidaire qu'on a mis en place à Toulouse avec Cécile, notamment donc pour permettre d'accompagner les talents de demain avec une approche RSE en étant adhérent au mouvement Impact France et avec la British Dyslexia Association, la Fédération française de la formation à distance également, donc permettant d'accomplir notre raison d'être, donc c'est permettre dans un écosystème digital en constante mutation, donc pour permettre avec ces outils de pouvoir
agir auprès des publics avec neurodiversité, avec l'appui d'éditeurs partenaires. Moi, j'aime bien prendre l'image d'un torréfacteur. Un torréfacteur va chercher du café dans le monde entier. Donc, notre mission, c'est assez similaire. À la place de café, on va chercher des éditeurs talentueux donc, pour permettre de lire, d'écrire et d'apprendre différemment. Donc pour le coup, sur l'intelligence artificielle, alors très rapidement, sur l'intelligence artificielle, vous pourrez retrouver les sources et les contenus un peu plus exhaustifs, par exemple chez Google Cloud et chez Microsoft. Vous avez donc, pour reprendre les grandes lignes sur l'intelligence artificielle, ce sont des langages donc, qui permettent, des algorithmes qui permettent de reprendre des caractéristiques humaines. Donc, avec des aptitudes à la créativité. Donc ça, c'est une technologie donc, qui s'est développée depuis les années 70 et qui, depuis, à l'image de ChatGPT qui a été lancé il y a quelques années, donc avec cette notion de base de données donc, permettant d'atteindre donc, des cas d'usage grand public avec des infrastructures, donc avec un langage naturel, donc un traitement avec un langage naturel. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un court instant dans la démonstration sur on peut communiquer, demander des résumés, transmettre des requêtes avec un langage naturel pour le coup, donc et sortir du simple mot-clé habituel sur des boîtes mail en recherchant pas un mot-clé. Donc là, typiquement, là, le prompt, comment la requête qui a été faite concernant l'intelligence artificielle, c'est comment elle peut aider les publics avec difficulté de lecture et de rédaction. Donc ça, c'est un cocktail de plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui ont apporté cette réponse donc, à partir d'un contenu de Microsoft Learn, donc plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, place à la démo, donc, pour vous faire redécouvrir donc, ces solutions en action. Donc là, vous allez voir donc, à partir de l'accord handicap d'entreprise que j'ai récupéré donc, à partir d'un document Word hein, et d'une source fiable donc, sur le contenu de l'accord. Comment bah, les solutions vont permettre, l'IA dans ces outils du quotidien peut vous permettre de devenir meilleur de synthétiser les documents avant de parler de la rédaction. Donc là, on est sur un accord handicap de 33 pages et de respectivement 10 000 mots. Donc là, on est sur un contenu assez long pour le coup. Et donc, que permet Copilot? Alors, Copilot, c'est un agent intelligent qui est présent dans tout l'écosystème Microsoft, allant du navigateur, l'équivalent de Google Chrome de Microsoft. Vous l'avez aussi ici, vous le retrouvez un peu partout. Donc, c'est un facilitateur avec différentes fonctionnalités. Donc là, vous avez, dans ce cas d'usage, vous avez un résumé, je vous zoome un peu plus donc, du document, donc avec ces différentes API, ces différentes informations clés. Je vais pouvoir relancer ma caméra pour le coup. Donc là, vous avez donc les chiffres clés, les sources mentionnées. Donc là, vous pouvez retrouver les sources mentionnées avec les petites balises sur le principe de l'accord, le plan d'embauche, formation sensibilisation. Donc là, permettant de retrouver, par exemple, si on clique, hop, voilà, on retrouve donc les éléments dans l'accord. Et vous avez aussi possibilité de converser avec le document. Donc là, on a aussi, en termes de fonctionnalité, on peut ouvrir une conversation et converser avec le document comme s'il s'agissait avec un langage naturel. Par exemple, indique-moi les objectifs de recrutement. Donc là, on va avoir une réponse donc, sur voilà, ah ouais, on commence à voir la réponse qui se génère. Donc là, on a donc un objectif minimal de 30 embauches. Donc avec, là, on va retrouver là, elle n'est pas encore fini d'être générée. Donc là, on a donc, la réponse avec les sources nommées. Donc là, c'est en cours de génération, hein, le prompt, enfin, la réponse au prompt. Donc là, hop, voilà, on a la réponse avec, en passant le curseur de souris, on retrouve les emplacements. Donc là, en cliquant, on a accès à l'emplacement donc, au niveau du prompt. On a aussi la possibilité de se faire oraliser, donc Les d'accepter. objectifs de recrutement pour la période 2023 à 2025 sont les suivants. Donc là, avec une voix de synthèse, vous avez pu l'entendre, Cécile, c'est bon? C'est vrai, ok, pas désolé. Pour le coup. Parfait, donc sur la possibilité donc, d'avoir ce retour vocal.
On a aussi automatiquement, vous avez les insights. Alors, les insights, donc ce sont les éléments clés en bon français. Vous avez, donc ça, c'est créé automatiquement, hein. Donc là, vous avez à partir de ce document, donc les éléments clés qui ont été générés, donc avec, et un exemple de question-réponse suggérée aussi, toujours avec les éléments sourcés, donc pour permettre de faciliter, par exemple, la création de contenu, typiquement interview, relayer aussi auprès des relations, dialogue social, alimenter le dialogue social, donc avec des exemples d'éléments. Donc là, si on est dans le contexte donc, de Word, hein, où on a l'option Copilot 365, donc pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités dans Copilot. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'emplacement questions-réponses, hein, autant pour la partie de Cécile que la mienne, hein. Si vous avez des questions, on sera ravi de vous répondre à l'issue, hein, de ce temps d'échange, de démonstration. Donc là, aussi pour vous montrer, pour enchaîner sur apprentissage handicap, un guide pour les employeurs et les apprentis. Donc là, on part sur un autre cas d'usage, c'est comment transformer un document en carte mentale. Donc là, typiquement, dans le cadre de ce document, on a envie d'en générer une carte mentale. Donc, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Xmind, qui est un éditeur de solutions de cartes mentales. Je fais un mélange de mental mapping, de mind map de cartes mentales, qui a intégré des solutions, un module d'intelligence artificielle très pertinent pour le coup. On peut transformer à la fois des documents, que ce soit du Word, du PDF. On peut aussi transformer des vidéos YouTube, des sites Internet, ou lui demander à partir d'un texte, d'un prompt, de personnaliser donc, un document, de créer un document à partir de zéro. Donc là, typiquement, si là, on peut avoir en direct, générer, et voir dans les conditions directes la génération donc, de la carte mentale. Donc, le principe de la carte mentale, hein, c'est de transformer de manière visuelle donc, un arbre à idées, hein, aussi en français. N'hésite pas, si tu as la définition. C'est vrai que beaucoup j'ai une slide qui la définit bien. Là, je l'ai coupé au montage et c'est pour ça, pour le coup, je n'ai j'ai pas décrit la carte mentale. C'est une manière d'organiser de façon graphique des idées et c'est très utilisé, ça a été très utilisé dans l'industrie. On voit que c'est très utile dans l'apprentissage, dans la manière d'organiser la pensée et de représenter la pensée. C'est oui, c'est un outil. Alors, c'est le management visuel. Si on va au-delà même de la simple carte mentale, le management visuel, très utilisé dans la gestion de projet, l'informatique, développement informatique, typiquement ingénierie, gestion de projet. On va retrouver ce management visuel. Donc là, le cas d'usage, donc là, on a une carte mentale qui est en train de se générer, donc avec, en prenant donc les éléments du contenu donc de ce guide qui fait de mémoire, ouais, autour de 35 pages, voilà, pour donner une idée, 35 pages donc, qui sont en train de se transformer donc en arbre à idées. Alors, c'est un arbre à idées qui est toujours à personnaliser. Pour mieux appréhender une carte mentale, c'est mieux de pouvoir l'avoir à son image, je pense notamment à l'illustration. Donc là, les emojis, l'IA vont être très utiles aussi pour pouvoir illustrer une carte mentale. Vous allez pouvoir créer des images, des illustrations de manière de sur-mesure, en fait, hein, avec Copilot. C'est comme vous pouvez retrouver sur un autre outil d'IA, vous allez avoir une possibilité de générer des images, des emojis, donc pour pouvoir agrémenter cette carte mentale et la faire à votre image, justement, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Donc, le temps que ça se termine, hop, d'être généré. Donc là, pour le coup, vous avez le contexte et comment donc créer du contenu à partir donc d'un document. Donc, sous la forme simplifier un document avec une carte mentale. Aussi, dans le cas de l'usage des emails, donc là, c'est un email de remerciement que vous aurez le plaisir de recevoir aussi à l'issue de votre participation au webinaire. Donc là, c'était à l'occasion d'un événement que nous avions mis en place, c'était la journée de la neurodiversité du 18 juin, déjà presque un an, hein, déjà, à quelques jours près, pour le coup. Et donc, comment Copilot peut aider? Vous avez
quand vous avez toujours l'abonnement donc à Copilot 365, vous avez cette possibilité de résumer l'email. Donc là, vous avez un résumé de l'email donc avec des éléments clés. Plus récemment, vous avez reçu donc cette invitation à ce webinaire. Et donc là, pour vous montrer aussi dans un contexte, vous avez donc le résumé de l'email, de l'emailing typiquement, donc en 5 lignes pour aller à l'essentiel, donc aussi pour gagner du temps, donc avec toujours ces éléments de contextualisation. Pour enchaîner aussi sur les résumés aussi de réunions, alors on va parler de nos coulisses, Cécile et moi, dans le webinaire. On a fait une petite call hier, un petit Teams, et donc l'avantage de Copilot, c'est qu'il y a la possibilité donc, de créer des comptes rendus intelligents. Donc là, toutes ces notes ont été créées automatiquement à partir du transcript de Microsoft Teams. Donc ça, ça fait partie des palettes de fonctionnalités de Microsoft 365 pour le coup. Et vous avez aussi également les tâches de suivi qui sont générées automatiquement donc, à l'issue donc, de ce Teams. Donc le transcript brut. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'était un Teams qui a duré à peu près 45 minutes. Voilà, donc à peu près 45 minutes. Ça a permis de créer cela. Pour le coup, est-ce qu'on a fait le tour, Cécile, ou est-ce qu'il manque quelque chose? Ça te semble sur la démo? Il me semble que tu as présenté tout ce que tu voulais présenter. Voilà, donc on voit effectivement qu'il y a de nombreux outils qui peuvent faciliter le quotidien des personnes neuroatypiques, mais de tout le monde en règle générale, hein. L'idée, c'est, tout à l'heure, je parlais de pensée générale avant d'aller à particulier. Si on se dit que ces outils peuvent être utilisés par tous, on va plus avoir ce côté stigmatisant de dire bah lui il a le droit de mettre un casque, lui il a le droit d'utiliser Copilot, lui il a le droit d'avoir ça. Alors que c'est vraiment des outils qui peuvent faciliter le quotidien de chaque personne. Voilà, et d'où notre complémentarité avec Lucas, effectivement, sur l'accompagnement des collaborateurs au quotidien. Voilà. Parfait, bah, Nous avons fini nos présents. Oui, je te laisse finir, oui, vas-y. oui, pas de souci. C'était justement pour faire le lien avec l'accompagnement humain. Bah, concrètement, au-delà de ces solutions techniques, bah, comment on les met en place en entreprise, donc sur le management du changement, donc quelles sont les parties prenantes en entreprise ou en employeur au global, donc inclure à la fois les managers, les tuteurs pour les alternants, les équipes de la direction des systèmes d'information, avec un cas d'usage, par exemple, s'ils viennent en reconversion technicienne paysager, donc c'est une personne en reconversion auquel j'ai le plaisir d'accompagner dans son projet professionnel. Alors, on peut se dire technicien paysagiste, on est dans l'intervention, on n'est pas derrière un ordinateur, mais si le numérique intervient, et donc dans son contexte, ça a été de mettre en place, parmi les missions, elle doit toujours réaliser un suivi, renseigner des documents de contrôle d'intervention, préparer des commandes, donc de mettre en place un tableur Excel sur son smartphone, un bloc-notes connecté qui permet de faciliter le pont entre le manuscrit et le digital en scannant, alors en réutilisable à l'infini avec un effaçable, donc pour permettre de faciliter l'organisation avec des outils de bloc-notes numériques. Autant côté Microsoft que Google, on parle beaucoup de Microsoft car ce sont des solutions les plus représentées en entreprise, mais on peut aussi on travaille aussi avec Google. Et donc sous la forme, donc, c'est l'accompagnement avec un programme type de 2 demi-journées abordant comment devenir meilleur rédacteur, meilleur lecteur avec l'outil, les méthodes et les outils présents dans ses outils bureautiques, tout simplement. Donc, les saisies avec la dictée vocale, les voix de synthèse, vous avez pu entendre, donc transformer tout document en livre audio, donc avec 2 demi-journées pour permettre, espacées généralement de 3 semaines pour permettre une mise en place et un retour d'expérience côté bénéficiaire. Vous aurez accès aux slides en temps ceci que les miennes, hein, on ne fera pas venir les slides. Vous avez un exemple, par exemple, d'accompagnement, de solutions possibles côté bénéficiaire, salarié ou agent. Vous avez voilà, le pack logiciel, donc à titre d'information, c'est 30 € par mois côté copilote. Avec la bonne version SPC, beaucoup est passé devant. Pour le coup, ça fait partie des solutions à présenter. Voilà, pour le coup, c'est partie des principales solutions. Et l'accompagnement de la DSI aussi qui peut être mis en place en créant de la formation.
Voilà, toutes ces solutions sont en conformité avec la CNIL, RGPD, les politiques informatiques pour être plus facilement intégrables à vos écosystèmes pour le coup. Et on sera ravis d'accompagner aussi vos équipes à la fois avec des communications et des démonstrations gratuites à distance pour permettre de les mettre en place le plus facilement possible pour le coup. Bah ouais, j'ai fini ma partie. Merci Lucas. C'est à toi, Donc, comme j'allais le dire, nos accompagnements sont très complémentaires. C'est-à-dire que toi, tu vas venir outiller et accompagner à la prise en main des outils parce que parfois les outils sont présents. Je disais, j'ai accompagné une personne avec un trouble du déficit de l'attention qui me disait qu'il avait du mal à gérer les priorités dans ses mails. Donc, il savait mettre les drapeaux sur Outlook, par exemple, mais il ne savait pas qu'il pouvait aller retrouver tous les drapeaux qu'il avait mis pour pouvoir aller vérifier qu'il avait fait ce qu'il avait fait, enfin, qu'il avait pointé. Et c'est en lui disant, mais pourquoi tu n'utilises pas ça, qu'il s'est rendu compte qu'en fait, la maîtrise du logiciel n'était pas complète et pouvait vraiment l'aider. Donc, le logiciel, l'application, l'avoir, c'est une chose, la prendre en main, c'est autre chose. Donc ton accompagnement est très précieux là-dedans et c'est effectivement le fait de pouvoir, travailler, avec les personnes en identifiant quels sont les besoins, tant en termes d'organisation du management qu'en termes de, mise en place d'outils qui vont être plus ou moins pertinents dans l'action, qu'on va pouvoir, faciliter, la vie, de tout le monde, quoi. Tout à fait, bah, ce sont des solutions de performance et d'inclusion non stigmatisantes et l'accompagnement au changement humain, la connaissance de la neurodiversité, bah, c'est un accélérateur pour la mise en place et l'efficacité de la mise en place de ces solutions. Et c'est pour ça que je me suis permis sur la scène de dire comment ça peut vous aider, vous aussi, en tant qu'accompagnant de la communauté neurodiversité ou être vous-même concerné. En tout cas, ça nous permet en étant dyslexique, sans ces outils, je n'atteins pas la vitesse de lecture de 10 mots par minute. Elle me permet d'être atteinte avec ces outils. Et donc, je sais que même les personnes non concernées par nos diversités aiment lire leurs emails, utiliser des livres audio. Donc, c'est des solutions à l'image de la télécommande qui vont aider les publics qui ont des difficultés motrices et au final qui aident tout le monde pour le coup. Donc, c'est la même démarche, performance et inclusion. Et donc, l'accompagnement humain est indispensable pour la réussite de la mise en place de ces solutions. Parfait. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur ma Il y page. a, il y a, il y a quelqu'un qui Une écrit, question. donc il y Ah, a Stéphania pardon. qui dit, voilà, n'hésitez pas si vous avez, il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions et après, nous pouvons nous échanger par mail et prendre des Aussi, rendez-vous en visio pardon, pour, pour te couper, on peut lever la main, je peux activer les micros apparemment. oui, Hein, là, d'accord. Est-ce que vous contrairement à avez des Google. solutions inclusives aussi pour les écoles à partir du CP ou pas du tout? Alors, des solutions pour sur le digital. Tu dois avoir des choses. Il y a des choses qui existent comme le cartable fantastique, des choses comme ça, déjà pour les écoles. Et après, sur les pratiques, alors moi j'ai 24 ans d'expérience dans l'éducation nationale, donc il y a des pratiques inclusives qui existent. Il y a un MOOC actuellement qui est proposé sur FunMOOC par l'INSEI sur justement les solutions digitales pour l'école. Donc, qui peut avoir des informations pertinentes. Après, il y a des pratiques effectivement à mettre en place. Lucas, tu as peut-être des pratiques, des outils à proposer? Oui, tout à fait. Ben, pour les solutions côté collégien, lycéen, école aussi, il y a une start-up lilloise qui s'appelle Cantuscribe, qui a reçu différents prix et qui est agréée au niveau de l'éducation nationale, qui propose un bloc-notes numérique avec des solutions de mapping tout intégrées, donc qui est disponible dans certains rectorats, mais peut-être même France entière. Pour le coup, je vous inviterai à vous rapprocher de cette structure Quantum Script. Je vais l'écrire dans le chat, l'orthographe est assez atypique. Pour le coup, dans les ressources de Microsoft Education, vous avez la chaîne YouTube de Microsoft Education, vous avez accès à ces éléments.
je mets les liens tout de suite dans la conversation pour le coup, afin que vous puissiez prendre connaissance des informations. Typiquement, oui, je dirais que CantoScribe et Microsoft Education sont des ressources intéressantes. Il y a aussi côté, alors c'est plutôt ta partie, Cécile, côté éducation sociale, je sais qu'ils ont aussi les réseaux Canopé, où ils ont des informations, des outils aussi inclusifs sur les réseaux Canopé. Pour le coup, aussi, n'hésitez pas à les rubriques sur les solutions inclusives. Ouais, je vois que tu mets des choses Oui, il y a, hop, dans le il y a des webinaires qui sont proposés régulièrement, voilà. Après, enfin, et des formations en présentiel pour les enseignants et des fois pour des parents aussi. chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, je peux activer votre micro par texte comme vous le souhaitez. De rien, Stéphania. Merci Mireille, donc qui nous dit que c'était intéressant et qu'elle n'hésitera pas à nous rencontrer. Donc Lucas est bien en relation avec le Cap Emploi 69 déjà. Tout à fait, on était dans vos locaux il y a une semaine déjà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions maintenant ou plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis de vous répondre. Et oui. Je mets aussi OneNote pour l'éducation, c'est les deux acteurs, CantoScribe et OneNote pour l'éducation, c'est les deux solutions. Si on revient sur la carte mentale aussi, là tu as présenté une solution digitale. Au niveau ce qu'on peut faire à l'école, il est vraiment recommandé au départ de les faire à la main pour qu'il y ait le geste qui vienne aider à la mémorisation aussi, et que effectivement les enfants puissent personnaliser avec leur propre dessin, leur propre présentation des choses. Et voilà, ça peut être assez pertinent. Merci Estelle, à vous. Merci beaucoup Anaïs. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons rendre l'antenne. Tout à fait. En tout cas, merci à tous de vous être connectés, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et au plaisir pour échanger. Salut à tous. Merci Stéphanie, Mireille, Estelle, Jocelyne. Personne. Virginie également. Et vous aurez accès au replay. N'hésitez pas à le partager aussi avec vos collègues. Très belle fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.